Bonjour, ici Paul Dantigny de Investissement PDG et bienvenue à ma chronique vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle encore de la crise parce que c'est ça qui se passe là, de plus important en ce moment dans toutes les nouvelles. Et je vais essayer d'illustrer un peu plus là, avec des schémas simples pour essayer de faire comprendre les causes de la crise et qu'est-ce qui se passe là, en termes de déroulement récent. Vous allez voir, j'ai une interprétation des nouvelles souvent différente de la masse des gens, mais je peux vous dire que ce n'est pas unique à moi, c'est plutôt une interprétation institutionnelle qui est à l'opposé d'une interprétation pour le public médiatisé. Alors, juste un petit rappel très important, quand vous lisez des nouvelles, qu'on vous donne des opinions, des recommandations, des analyses, vous devez savoir qui vous parle. Alors, vous devez savoir l'occupation de la personne, sa rémunération, son intérêt. C'est très important dans l'industrie d'investissement de savoir là, quels sont les intérêts de la personne qui nous parle. Alors, moi, vous savez que je suis le président d'Investissement PDJ. Je suis un investisseur à long terme et par long terme, là, je parle de 5 ans et plus. Idéalement, 10 ans, là, ça, c'est du vrai long terme. Je suis un gestionnaire de portefeuille, donc je ne suis pas un distributeur de produits financiers. Et ma rémunération est basée sur les actifs, un pourcentage des actifs et aussi sur le rendement réalisé. Alors, vous devez savoir si les gens sont payés à commission, s'ils sont payés en fonction du type de produit qu'ils vendent, s'ils ont des quotas, des choses comme ça. C'est important de savoir la rémunération de la firme et de la personne qui vous parle. Donc, moi, je vous le dis, là, je ne peux prédire le futur. Je ne suis pas très bon à faire de la synchronisation à court terme dans le marché. Ce n'est pas mon occupation principale. Je fais vraiment de l'investissement à long terme. Et donc, j'évalue les compagnies ou les titres en fonction de scénarios long terme, de plusieurs scénarios. Et je compare mon évaluation, ma valeur estimée, au prix dans le marché. Et c'est ça qui détermine si j'achète ou non des titres. Alors, je n'ai pas de formule préconçue. Pourquoi j'ai été aussi négatif sur les actions depuis 1999, quand j'ai fondé ma firme? Eh bien, c'est en grande partie à cause de mes connaissances historiques où j'ai étudié beaucoup ce qui s'est passé dans les années 20 et 30 là, au cours de mon mémoire de maîtrise. Et évidemment, on oublie certaines années, les années 68 à 81 où le marché a été à peu près au même niveau, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de fluctuations entre les deux années, mais le rendement total était autour de zéro, là, plus dividendes. Le crash de 87, 2000, 2002 et 2008. Donc, j'ai réussi à éviter les grosses baisses. Je n'ai pas participé aux hausses non plus. Par contre, ça a donné des résultats très compétitifs à long terme. Alors, j'ai une approche qui est basée sur la valeur, comme je disais tantôt, et vous devez savoir quelle est l'approche de la personne qui vous parle. Alors, c'est évidemment notre approche. Nos principes d'investissement orientent notre vision des choses. J'ai une bonne connaissance des produits dérivés grâce à mes études et je suis un généraliste dans le sens où je n'ai pas une répartition d'actifs fixe. Je peux la gérer très activement. Il y a des moments où j'étais presque 100% en obligations, des moments où j'étais 100% en bons du trésor, comme tout de suite après 9/11. Et je n'ai pas eu d'actions, mais j'ai eu des titres qui font la même chose que les actions, mais qui font de l'argent quand les actions baissent. Alors, encore une fois, essayez de savoir est-ce que la personne qui vous donne une recommandation ne gère que des actions, ne gère que des obligations, gère un portefeuille diversifié, a une répartition d'actifs fixes, par exemple 60 en actions, 60% en actions, 40% en obligations, et elle garde cette répartition d'actifs fixes à très long terme. Alors encore là, toutes ces considérations-là influencent la façon que nous percevons les marchés et la façon qu'on vous donne des recommandations. C'est important que vous sachiez d'où ça vient. Alors, je saute tout de suite au sujet principal qui est la crise. Cette semaine, on a annoncé que l'Union européenne veut réglementer les produits dérivés et ils ont dit nous voulons réglementer cette industrie d'environ 700 billions. OK, alors, j'essaie de vous illustrer là, visuellement qu'est-ce que c'est 700 billions. Alors, on voit le nombre de zéros, là, 700 millions. Ici, on a 700 milliards et finalement 700 billions. Et même en voyant le chiffre, on n'est pas capable de concevoir ce que ça veut dire. Alors, j'ai divisé ce chiffre par les 7 milliards d'habitants de la planète et ça nous dit qu'il y a des contrats de produits dérivés
pour environ 100 000 par personne qui habite le globe. Alors, je trouve que c'est ridicule qu'il y en ait autant. Et ça vous donne une idée. Il y a d'autres estimés, là, je ne sais pas si c'est seulement l'Europe ou si ça inclut tous les produits sur la Terre, mais il y a eu des estimés qui montaient jusqu'à 1000 billions. Ce que les gens n'ont pas réalisé tout à fait, parce que c'est très difficile à comprendre, c'est que la crise a été causée par ces produits dérivés-là. Et là, ils proposent de les réglementer parce qu'ils n'étaient pas réglementés, mais ils vont le faire très tranquillement pour ne pas déstabiliser les produits dérivés comme c'est arrivé en 2008 et créer un crash. Là, je vais vous montrer encore d'autres implications de ça. On a annoncé cette semaine un plan d'aide de 26 milliards aux États-Unis pour les hypothèques et les maisons qui ont perdu beaucoup de valeur et qui sont même en dessous de la valeur de l'hypothèque. Alors, ça affecte environ 1,5 million de maisons et on parle d'une aide d'environ 17 000 par maison, ce qui est quand même très peu par rapport à la quantité d'argent qui a été perdue dans ces maisons-là. Ce que je veux vous mettre en perspective, c'est que d'après une étude de Morgan Stanley, il y aurait d'ici à 2016 7,5 millions de maisons qui vont être en défaut et qui ont une valeur de 1000 milliards en ce moment, donc 1 billion sur le marché. Les pertes dans les maisons qui vont faire défaut, les pertes pour les banques sont de l'ordre de entre 5 et 30 % selon les maisons. Alors, le 26 milliards, ça fait peut-être pour les médias et pour encourager le public là, quelque chose d'encourageant, mais ce n'est qu'un très petit pas dans le règlement de cette crise-là. Le sauvetage de la Grèce, j'ai commencé à préparer cette chronique-là la semaine passée et on n'a pas encore eu le mot final là, sur les négociations en Grèce. Mais encore une fois, le but ici, c'est une illustration grossière, si on veut, mais juste pour vous montrer ce que ça veut dire, 130 milliards d'aides ou en fait de prêts à un pays à qui on demande de faire des coupures d'environ 300 millions de dollars par année. À ce rythme-là, s'ils payaient seulement avec les économies là, de budget qu'ils anticipent, ça prendrait 433 ans à rembourser la dette. Évidemment, c'est seulement la réduction dans le budget du gouvernement, mais ça nous donne une idée là, à quel point il va falloir que les Grecs paient des impôts et des taxes et que l'économie ait une très forte croissance s'ils veulent être capables de rembourser cette dette-là, en plus de l'autre dette qui leur reste là. Bon, là, je change de sujet un peu. Je reviens un peu au sujet de qui vous parle. On me demande souvent pourquoi je suis aussi négatif sur les actions. J'ai l'air dans la minorité, je le suis. C'est peut-être pas nécessairement juste une question d'opinion. Il y a des gens qui sont très négatifs au niveau des actions, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils baissent la répartition en actions à 50 % au lieu de 60 par exemple. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a cette culture de favoriser toujours les actions? Je crois que c'est en grande partie parce qu'à très, très long terme, il y a une croyance que les actions rapportent plus. Et sur 100 ans, c'est vrai, mais sur beaucoup de périodes de 15 ans, ce n'est pas vrai. Et on l'a démontré depuis les années 70 à maintes reprises. Par contre, la rémunération de l'industrie favorise beaucoup les actions. Alors, par exemple, dans un fonds d'action, on vous charge autour de 2,5 %. Dans un fonds d'obligation, autour de 1,25 % et dans un fonds de marché monétaire, autour d'1,5 %. La mathématique est très simple, je n'ai pas besoin de rien ajouter. Ce qu'on sait peut-être moins, par exemple, et ça, c'est des données basées sur des moyennes historiques, là, les firmes évoluent, mais 60 % du financement corporatif, 60 % du profit d'une firme de courtage provenait du financement corporatif, donc les nouvelles émissions d'actions. Et environ 30 % des émissions d'obligations et des transactions avec les clients dans le domaine obligataire. Et la balance, on présume, c'est les opérations de détail, là, les courtiers. La structure a un peu changé dernièrement et une très grande partie du profit d'une année à l'autre, là, ou des pertes, vient des produits dérivés, beaucoup plus qu'avant. Et il y a beaucoup de frais qui proviennent des fonds mutuels et souvent ces fonds mutuels-là sont détenus par les propriétaires de la firme de courtage au Canada, nommément les banques. Alors, encore une fois, il y a une culture qui favorise anormalement les actions. Et je vous dis de faire attention à ça, d'être un peu plus sceptique et de regarder les données historiques. Ce n'est pas si évident que les actions sont toujours les meilleures à moyen terme et à long terme, même sur des périodes de 15 ans. Alors, je vous dis que je me base sur la valeur. Je ne sais pas de prédire les fluctuations en bourse.
Prenez l'exemple ici pour illustrer là, comment on calcule la valeur. Imaginez qu'on reçoit 100 $ l'année prochaine et ensuite ce montant-là augmente de 7 %. Donc, on reçoit 100 $, 107, 115, etc. Moi, ce que je vous dis, c'est que si on fait ça pendant 30 ans, OK, j'essaie de calculer combien il faudrait qu'un investisseur paye pour que son rendement sur son montant investi corresponde à 5 Eh bien, il faudrait qu'il paye 3 800 et s'il reçoit tous ces paiements-là pendant 30 ans, il va avoir eu un rendement de 5 Si le rendement requis est de 12 alors il faut payer 1 490. Et peut-être qu'une des seules différences entre moi et ceux qui disent d'acheter des actions, c'est qu'eux sont prêts à acheter des actions en ce moment. Les caisses de retraite le disent. Beaucoup de gens vous disent les actions ne rapporteront pas autant qu'avant, ils vont rapporter 5-6 au prix actuel, on peut en acheter. Donc, ils sont prêts à payer ce prix-là en se disant nous, on est prêt à avoir un rendement estimé de l'ordre de 5 au cours des prochains 10, 20, 30 ans. Moi, je dis que je refuse de baisser mon taux requis qui est autour de 12 La moyenne historique des rendements là, à très long terme, c'était autour de 10 5 en gain de capital, 5 en dividendes. Et moi, je dis que quand je calcule la valeur, bien, je me donne un 2 de plus là, que les rendements réalisés pour avoir une petite marge de sécurité dans mon évaluation. Et ce n'est pas des évaluations extrêmement précises, c'est des évaluations basées sur des estimés subjectifs, mais quand même. Moi, j'applique un taux de 12 et c'est pour ça que je suis prêt à payer peut-être moins que la moitié du prix que les autres sont prêts à payer. Donc, si le prix actuel de ce titre-là qui va générer ces profits-là était de 3 000 ces gens-là voudraient en acheter et moi, je le trouverais tellement cher que je serais prêt à le vendre à découvert, donc en me disant bien, il va retourner à sa vraie valeur à un moment donné. Historiquement, les actions retournent toujours à un moment donné qui partent de 12-14 ils retournent vers 10 et qui partent de 3-4-5 ils retournent vers 10 ils retournent vers un prix qui fait qu'à long terme, on devrait pouvoir obtenir 10 à risque raisonnable. Et en ce moment, moi, ce que je vous dis, c'est que le taux de rendement potentiel est beaucoup trop bas, c'est très, très anormal. Alors, je vais illustrer ça d'une autre façon ici en parlant de qu'est-ce que les banques centrales, nos gouvernements, nos institutions financières nous disent qu'ils essaient de faire en ce moment. Pour illustrer, je prends encore l'exemple d'un 100 $ qui a une croissance de 7 et ça, pourquoi 7 c'est que c'est la croissance depuis la guerre mondiale là, des profits de l'indice S&P 500. Il y a eu une croissance d'environ 7 par année. Et donc, on est habitué à ce genre de logique-là qu'à long terme, là, les profits vont monter comme ça, mais on est dans une crise. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'en ce moment, ce qui devrait se passer, c'est qu'on devrait laisser l'économie aller plus mal. Et ça ferait mal, et il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent ça. Mais la raison pour laquelle ils devraient la laisser retomber, c'est que quand on fait ça, on fait le ménage. Qu'ils fassent le ménage dans le crédit, qu'ils fassent le ménage dans les produits dérivés, ça fait mal, ça dure 5 ans, et après ça, on reprend une vraie croissance normale avec une économie qui n'est pas surendettée et vouée à l'échec. Mais si on essaie d'imprimer de l'argent pour soutenir quelque chose qui ressemble à ça, eh bien, ça ne dure pas longtemps. On voit déjà qu'on est très essoufflé et qu'il risque d'avoir une crise beaucoup plus grosse et qui dure beaucoup plus longtemps. Alors, j'aime mieux ce scénario-là que celui-ci. Mais pour vous vendre cette idée-là, on vous dit que c'est possible de retourner à ça, mais à mon avis, c'est impossible. Il faut réparer les pots cassés avant de pouvoir avoir des croissances normales dans l'économie. Les pots cassés, c'est les institutions financières et évidemment les produits dérivés. Alors, je vous ai mis une petite ligne. On voit là, que ce scénario-là est le pire à droite. Donc, ce que ça donne d'essayer d'aider en imprimant de l'argent et en empruntant de l'argent pour le prêter à d'autres qui ont trop emprunté, là, ce que ça donne, c'est qu'on atteint des limites physiques. Ils peuvent être repoussés, mais il y a des limites à ça. Ça, c'est un exemple des limites. Des pays perdent leur cote de crédit ou la cote de crédit est abaissée à cause des excès qui sont très évidents pour les professionnels de l'investissement et de ceux qui attribuent les cotes de crédit. Donc, Moody's a abaissé
la cote de l'Italie, de l'Espagne et le Portugal. Il y en a eu d'autres depuis quelque temps. Et on parle de la France, la Grande-Bretagne et l'Autriche qui sont en révision négative. Alors, encore une fois, je vous ai donné énormément de matériel à réflexion. S'il vous plaît, envoyez-moi vos commentaires à l'adresse courriel ou sur le blog. Ça me fera plaisir de vous répondre. Et pensez à ça. Rendez-vous compte de qui vous parle quand on vous donne des conseils. Et on se revoit très bientôt.